Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver ce 25 janvier 2022 pour notre nouvelle émission, première émission de l'année des contrepoints de la santé avec Philippe Leduc. Bonjour et Renaud Degas qui est avec nous. Une année, elle s'annonce telle qu'elle, une année riche en événements politiques que nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt. Bienvenue donc dans ce nouveau numéro des contrepoints de la santé spécial Élysée 2022. Effectivement, nous aurons une série de plusieurs émissions, c'est la première, qui nous permettra d'aller à la rencontre d'acteurs, d'hommes politiques, mais également de professionnels de santé et d'experts de la santé. La première émission, nous suivons de très près l'actualité, la première émission portera notamment, mais pas exclusivement, sur la situation hospitalière, la situation de l'hôpital. Ce thème sera donc traité avec Philippe Juvin. Bonjour Philippe Juvin, nous sommes heureux de vous avoir. Notre invité, Philippe Juvin, vous êtes les Républicains, représentant les Républicains et représentant responsable santé de la candidate Valérie Pécresse. François Crémieux, bonjour, vous êtes le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et Étienne Mainviel, vous êtes chercheur au CNRS, à l'école polytechnique. Et également, vous travaillez à l'Institut d'Unicancer, à l'Institut Gustave Roussy. L'hôpital est apparu, l'hôpital est en crise, dit-on, mais il est aussi apparu comme le pivot du système de santé dans la gestion de la crise sanitaire que nous connaissons. Donc, malgré le Ségur de la santé et plusieurs mesures de revalorisation, notamment des rémunérations, une crise sans doute sans précédent, avec des problèmes, et nous le verrons, d'attractivité, de pression sur les soignants, de gouvernance et de management. Voilà les sujets du jour. Je remercie nos partenaires BVA, le groupe Pasteur Mutualité, Medtronic, Point Vision, LDC Santé, la veille des acteurs de la santé et Hortus. Voilà, première question, Philippe. Merci Pascal. Bonjour à tous. En novembre 2019, avant la crise Covid, le Premier ministre de l'époque avait annoncé un plan de 1,5 milliard pour l'hôpital sur 3 ans et une reprise de dette de 10 milliards. À l'époque, dans la presse, on lisait « Hôpitaux, silence, on coule, l'hôpital s'écroule, l'hôpital en réanimation, le grand malaise des hôpitaux, mobilisation générale pour sauver l'hôpital ». Maintenant, après le Ségur de la santé et des revalorisations des rémunérations de 10 milliards et des investissements de 19 milliards, la situation reste toujours tendue. Au Sénat, des hospitaliers sont actuellement auditionnés, on perçoit une vraie souffrance et aussi une forte incompréhension. Donc première question, premier tour de table, on va passer en vue, comme l'a dit Pascal, les différents thèmes, attractivité, gouvernance, management de sens, financement, investissement et innovation. Mais face à l'ampleur des enjeux et l'intensité de la crise, le modèle actuel de l'hôpital est-il encore viable ? Faut-il agir vraiment sur chacun de ces leviers ou bien repenser le modèle globalement de l'hôpital ? En clair, aujourd'hui, le colmatage peut-il suffire ou faut-il un choc beaucoup plus fort ? Alors, je propose de commencer par François Crémieux, ensuite Étienne Mainviel et puis Philippe Juvin. François Crémieux, est-ce qu'on peut petit à petit sortir l'hôpital de cette situation dans laquelle il est ou est-ce qu'il faut vraiment réfléchir à changer un peu le modèle ? L'un et l'autre, mais je voudrais d'abord, par rapport à l'introduction que vous faites et au constat que vous dressez sur l'hôpital, attirer l'attention de ceux qui nous écoutent sur le fait que une sorte de dramaturgie autour de la fin de l'hôpital public, de ses difficultés, de la mort annoncée de l'hôpital public et des problèmes de l'hôpital est une dramaturgie très ancienne. Et quand on relit, y compris les archives de presse de plusieurs décennies, on s'aperçoit que c'est un leitmotiv assez récurrent que de penser que nous sommes au bord du gouffre et que tout ça va bientôt s'arrêter. Et pour vous préciser ça, vous dire que je ne crois pas que ce soit le cas, pas plus aujourd'hui que ça n'était il y a quelque temps. L'hôpital public, on peut en dire deux choses à l'issue de cette crise. La première, c'est continuer à faire l'état de ses difficultés. Il y en a, on va en parler. Il y a des sujets à traiter, des difficultés de recrutement, des difficultés économiques, etc. Il ne s'agit pas de les nier, mais de dire aussi, et je trouve de manière à la fois plus positive, mais pas moins exacte, que nous venons de vivre une crise sanitaire comme aucun d'entre nous n'en avions prévu, du moins à cette ampleur-là. De cette ampleur-là. On vient de vivre cette crise sanitaire avec une répercussion hospitalière comme également nous ne l'avions pas anticipé, ou en tout cas pas suffisamment. Et nous sommes au lendemain d'une 5e vague. Marseille est encore au cœur de cette 5e vague. Et l'hôpital public, de mon point de vue en tout cas, et quoi qu'on en dise, a tenu, et je trouve plutôt bien.
Mais François Crémieux, la situation s'aggrave quand même. Il y a eu un plan triennal dans le précédent quinquennat d'économie. Petit à petit, quand même, la situation s'aggrave. Alors, pour répondre à notre question, est-ce qu'on peut... Vous avez raison, l'hôpital est là, l'hôpital a très bien réagi, mais est-ce qu'on peut, en agissant sur chacun des leviers, améliorer assez rapidement quand même la situation, ou est-ce qu'il faut un peu repenser la problématique ? Ben, je pense que l'un des sujets à repenser ou l'un des leviers sur lesquels il faut qu'on agisse plus fortement, et de nouveau, pardon d'être un tout petit peu décalé par rapport à l'introduction, et pas tellement sur l'hôpital lui-même, mais sur le système et l'environnement au sein duquel l'hôpital fonctionne. Et je trouve que l'une des difficultés, c'est le reproche que l'on fait à l'hôpital d'être en difficulté de compenser jour et nuit, 365 jours par an, l'ensemble des difficultés qui entourent l'hôpital et auxquelles parfois d'ailleurs l'hôpital est lui-même contributeur. Mais il me semble que si un levier doit être actionné massivement, rapidement à l'issue de cette crise, c'est le levier de tout ce qui entoure l'hôpital et qui peut faire que l'hôpital gère et résiste plus ou moins bien à ces difficultés alentour. Ça sera notre débat de février, justement, sur la médecine de ville et comment tout ça peut mieux s'articuler. Étienne Mainvielle, réponse à la question, est-ce qu'on peut, en agissant sur chacun des leviers, améliorer rapidement la situation de l'hôpital ? Moi, je crois que, bonjour à tous d'abord, je crois que ce qui est important, c'est quand même de replacer effectivement dans la perspective, comme l'a fait François Crémieux, c'est-à-dire que on est, après 2 ans de crise, quand même dans une situation de tension extrême, donc faut le rappeler, on est dans une situation où il y a un ras-le-bol général et donc la critique, elle est normale par rapport à ça. Elle exacerbe certainement des difficultés qui existent depuis des années. Alors Big Bang ou retouche, moi je suis toujours, on a envie de dire Big Bang vu l'état de la situation malgré tout. C'est-à-dire que la situation est très négative sur les recrutements et sur l'attractivité des métiers. En même temps, les Big Bang, moi, j'y crois pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on définit un grand soir et puis on n'y arrive jamais. Et puis on oublie les scénarios de transition. Non, moi, je crois que ce qui est très important, c'est surtout le diagnostic de départ. J'espère qu'on va pouvoir en parler pendant ce débat parce que ce qui compte, c'est de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe avant de définir les solutions. C'est-à-dire que moi, je suis pas trop favorable, par exemple, à la question des emplois et au fait de réarmer les hôpitaux. Je pense que c'est beaucoup plus des questions de contenu, d'activité et de management et d'organisation. Il y a aussi une tendance de l'histoire qui est vers les parcours. Donc, il me semble qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le diagnostic. Merci Étienne. Alors vous êtes co-auteur d'un ouvrage qui vient de sortir, Voyage au cœur du système de santé, qui est passionnant parce que vous avez interviewé de nombreux professionnels, de nombreux soignants à l'hôpital et vous faites justement des propositions. Alors Philippe Juvin, vous avez votre casquette de politique, vous êtes aussi, chacun le sait, chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Alors quel est votre regard et quel est votre sentiment sur ce qu'il faut faire ? Assez rapidement, parce qu'on va dérouler les différents points ultérieurement. Premièrement, évidemment, l'hôpital va mal et va objectivement plus mal qu'il n'allait il y a quelques années. On l'a sur quelques critères, la crise des vocations, la grande difficulté, par exemple, à trouver des médecins qui veuillent travailler plein temps. Maintenant, les médecins veulent travailler à mi-temps, ce qui montre qu'il y a un problème de sens. La fuite des paramédicaux, tout ça s'est aggravé très objectivement. Donc, dire au fond, ça a toujours été ça, non, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, ça va beaucoup moins bien aujourd'hui que ça n'allait ailleurs. Deuxième point, en revanche, sur le point précis, et là je partage l'avis de François Crémieux, c'est vrai que si l'hôpital va mal pour des raisons intrinsèques à l'hôpital, de financement, de ressources humaines, etc., il va mal aussi parce qu'il est le symptôme d'un dysfonctionnement général péri-hospitalier. L'hôpital n'est pas seul il est dans un écosystème. Et puis, troisième point, pendant des années, on a dit l'hôpital dysfonctionne parce qu'il a suffisamment de moyens, mais ce sont ses modes d'organisation qui dysfonctionnent. Je pense qu'en fait, cette période est terminée et on a fait beaucoup on a encore des progrès à faire, mais il y a à la fois un problème de fonctionnement, mais il y a aussi désormais un problème de moyens. Je vous rappelle que la population vieillit, grandit, est plus malade, a plus d'exigences, et ces éléments-là ne sont pas pris en compte. Enfin, quand on regarde purement des chiffres comptables, on s'aperçoit que depuis 10 ans, à travers des visions de l'EPLFSS très très réducteurs, avec des ONDAM qui ont diminué, il a manqué de 10 milliards à l'hôpital en raison d'ONDAM très bas et d'évolution de tarifs faibles, voire négatifs. Donc ça, ce sont des éléments objectifs. Et les mesures qui ont été prises
aussi salutaires ont-elles été en matière financière ces dernières années, n'étaient que des mesures qui écopaient des mesures qui étaient négatives. Donc, non, moi je suis pessimiste parce que je vois le regard des jeunes aujourd'hui à travers l'hôpital. Enfin, dernier point, si vous me permettez, on dit souvent l'hôpital a tenu. Moi, je pense que nous avons tenu très partiellement et on oublie un peu vite qu'il y a des centaines de milliers de gens qu'on n'a pas soignés, qui sont dans la nature, qu'on aura probablement une surmortalité pour certaines pathologies pendant 10 ans qu'on va traîner, dû au dysfonctionnement. Donc, non, ce n'est pas vrai, nous n'avons pas correctement tenu. Nous avons tenu avec énormément de fuites qui vont coûter très cher à la population. Oui, la question est effectivement celle-là est importante et je suis assez d'accord avec notre ami Étienne Mainviel. Il faut pousser le diagnostic, en tout cas bien analyser les choses. Pour autant, aux uns et aux autres, est-ce que cette crise que vous décrivez, ou en tout cas ces malaises, ces difficultés, est-ce qu'on les retrouve partout? Alors, Philippe Juvin, Philippe avait raison de rappeler que vous êtes à l'hôpital Georges Pompidou, c'est-à-dire l'AP-HP, grand hôpital, François Crémieux aussi, dans un grand hôpital, peut-être également d'ailleurs Étienne Mainviel aussi, puisqu'il est à Gustave-Roussy. Mais enfin, est-ce que ces crises ont existé partout de la même manière, dans les grands, dans les petits hôpitaux? La seconde chose, c'est on a quand même beaucoup demandé aux hôpitaux pendant cette crise. Est-ce que, et c'est la problématique que je vous pose, est-ce que face à une crise de cette ampleur, on pouvait quand même armer l'hôpital tel qu'on l'espérait? Parce qu'en réalité, cette crise a été véritablement exceptionnelle. L'un ou l'autre. Peut-être François Crémieux, si vous voulez. Je vais réintroduire. Je pense que sur la question des petits et des grands hôpitaux, ce qui est assez frappant, c'est qu'une partie de nos difficultés sont effectivement réparties de manière très homogène, quelle que soit la taille des hôpitaux, quels que soient leurs moyens historiques, qu'ils soient au cœur de grandes villes, en zone rurale ou ailleurs, et notamment la question des vocations dont parlait Philippe Juvin à l'instant. On pourrait imaginer qu'elles soient très ciblées sur tel type d'hôpital, sur tel autre, sur ceux qui sont encore une fois au cœur de désert, même si le terme est souvent mal choisi, ou au contraire dans les grands hôpitaux. Et on s'aperçoit que des hôpitaux du cœur de Paris et au sein de la PHP ou d'hôpitaux beaucoup plus éloignés, les difficultés sont pas forcément les mêmes et elles sont parfois accentuées par le fait que le prix du logement et le pouvoir d'achat sont tels que c'est plus compliqué de rejoindre un poste d'infirmière ou un poste d'aide-soignant ici ou là. Néanmoins, la question des vocations est assez universellement posée. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elle soit spécifique à la France et qui, je trouve, nous interroge aussi sur le sens de ces métiers, non pas le sens qu'en ont les professionnels, mais également le sens que collectivement nous leur donnons. Peut-être Étienne et Philippe Juvin, Étienne Mainviel. Moi, je pense qu'effectivement, c'est assez homogène, ce qu'a révélé notamment l'enquête là, qu'on a menée sur l'ensemble des hôpitaux. Ce qui nous a beaucoup frappé, en fait, dans les témoignages des acteurs, on a interrogé 109 personnes de profils divers, c'est que c'est des questions très pratiques, en fait, qui sont posées à l'heure actuelle. C'est pas des questions de structure, du style faut-il centraliser ou décentraliser le système, faut-il des ARS ou pas des ARS. C'est vraiment des questions sur le travail d'équipe, sur comment on assure une rotation dans des équipes de réanimation avec des infirmières qui sont plus ou moins qualifiées, comment on gère des conflits, parce qu'il y en a, comment on gère l'incertitude pendant la crise Covid. Je pourrais continuer très longtemps. C'est à ce niveau que se joue le débat. Et ce qui est très frappant quand même, c'est que il y a un problème maintenant d'attractivité et de recrutement qui est majeur. C'est-à-dire que beaucoup de soignants, et j'insiste sur soignants, c'est-à-dire infirmiers, aides-soignants, cadres de santé, ne veulent plus venir travailler à l'hôpital public et dans le privé, et plus particulièrement dans l'hôpital public. Donc ça, c'est un vrai sujet qui est très alarmant, je dirais, dans cette situation que la crise a exacerbée et qui mérite qu'on s'y penche. Et c'est à ce niveau-là que situe pour moi l'enjeu, c'est de comprendre comment on arrive à redonner des conditions d'attractivité pour ces métiers dans des conditions de travail qui soient humaines, parce qu'en fait, on a des témoignages qui sont de plus en plus alarmants sur ce plan. Philippe Juvin. Premièrement, il y a une paupérisation générale du pays et des services publics. Et ce que vit l'hôpital est d'une certaine manière aussi l'expression de cette paupérisation, avec des moyens qui sont évidemment comptés. Regardez l'état de la police, regardez l'état de la justice, enfin, vous connaissez tous ces débats. Donc, paupérisation générale. Deuxièmement, la perte de sens, d'une certaine manière que vous présentiez, elle est réelle. Elle est aussi, je pense, d'une certaine manière, peut-être civilisationnelle. Mais je vous donne l'exemple des
professeur de médecine, voilà, moi je suis professeur, et j'ai souvenir que quand j'étais jeune, nous nous battions pour cette carrière, c'était un enjeu. Il faut probablement redéfinir ce qu'on attend des agents de la fonction publique hospitalière qui n'attendent pas la même chose, qui ont des aspirations de vie un peu différentes. Et enfin, troisième point, il y a une difficulté générale dans le pays à former les cadres dont le pays a besoin. C'est valable en santé, c'est valable dans d'autres domaines économiques. Il y a une difficulté. Notre appareil de formation n'est pas adapté aux vrais besoins du pays. On le voit, on forme pas. Ok, on va y revenir. Philippe Juvin, simplement une question sur une question politique. Votre candidate, celle que vous conseillez, Valérie Pécresse, a annoncé une baisse importante du nombre de fonctionnaires, je crois 150 000. Je sais que quand vous avez également été candidat à l'investiture, vous avez dit que l'on ne baisserait pas le nombre de fonctionnaires. Mais en fait, qu'en est-il? Parce que vous dites faiblesse des pouvoirs publics et de l'autre côté, votre candidate souhaite baisser la garde sur les services publics. Est-ce que je vais un peu trop vite ou c'est cela? Alors non, ce n'est pas exact. La candidate a très clairement établi que dans plusieurs domaines, dont la question de l'hôpital public, elle augmenterait le nombre de fonctionnaires de 25 000 à l'hôpital public. C'est la déclaration qu'elle a faite. Le vrai sujet sur la fonction publique, il faut que nous ayons cette réflexion, et moi je plaidais pour que ma famille politique ait cette réflexion, et dorénavant elle l'a, je pense que je n'y suis pas pour rien, c'est que il n'y a pas de pays prospère où les gens ne soient pas éduqués, soignés, protégés. C'est-à-dire des professeurs, des juges, des policiers et des soignants. Donc, plus 25 000 soignants à l'hôpital, c'est un engagement de Valérie Pécresse, si vous voulez vraiment faire de la politique, c'est ainsi qu'elle l'a déclaré. D'accord. Merci Philippe Juvin. Je vous propose de consacrer un petit temps à la gouvernance, justement le management et le sens. Est-ce qu'à votre avis, l'hôpital n'est pas confronté à un énorme problème de gouvernance et de management et donc de sens dont on n'arrive vraiment pas à se sortir? Il y a une concurrence directeur-médecin, il y a encore des bagarres, on le voit au Sénat dans les auditions. Les médecins veulent pouvoir, les directeurs disent mais vous ne pourrez pas faire sans nous. Il y a peu de formation en management des soignants. Il y a une pression sur la polyvalence des soignants qui est très difficile pour les soignants. Il y a un ratio administratif soignant qui est d'un côté décrié, de l'autre dit ben non, il n'y a pas trop d'administratif. Il y a une inflammation des normes et des règles et des tableaux Excel. Pendant la crise, les tableaux Excel ne devaient plus être remplis pour les ARS et c'était un moment de grande libération. Les conditions de vie sont très dégradées. C'est ce qu'on entend quand même. Donc la situation paraît très, très difficile. En quelques mots, chacun, qu'est-ce que vous préconisez pour, là aussi, assez rapidement sortir de cette situation qui est très, très néfaste? Alors, on peut commencer par le même tour, c'est-à-dire le directeur d'hôpital qui a été avant à la PHP, maintenant qui est à la PHM. Est-ce qu'on peut supprimer, est-ce qu'on peut avoir une meilleure gouvernance, un meilleur management et faire en sorte que les soignants se portent mieux? Je ne veux pas être celui qui trouve que toutes les questions ne sont pas les bonnes, mais et j'ai eu l'occasion de le dire au Sénat très récemment, mais je trouve que, d'une part, le débat sur le fait que l'hôpital serait suradministré avec un ratio d'administratif, etc., me semble être, d'une part, objectivement faux. Les chiffres qui circulent sont souvent des chiffres qui sont exagérés, parfois du double. Quand on se compare à l'étranger, on n'est pas forcément suradministré. Et enfin, mais sous le contrôle y compris de quelqu'un comme Philippe Juvin, je ne crois pas que notre quotidien soit celui d'un quotidien dans lequel même les services hospitaliers auraient cette impression-là. Au contraire, même assez régulièrement, on est plutôt confronté à la critique inverse, qui est que par manque de professionnels, y compris hors du soin, on se retrouve à avoir ce qu'on appelle de manière un peu rapide les glissements de tâches, ou en tout cas les occupations à des fins plus administratives de professionnels dont le métier, c'est de faire du soin, qu'ils soient médecins, infirmiers. Donc déjà, tout ce débat-là est en tout cas un débat que je ne retrouve, pour aller au bout du raisonnement, que dans un seul domaine, qui est le rapport sur les questions financières entre l'hôpital, la sécurité sociale et les mutuelles, où là, je pense qu'on a un gisement important pour des améliorations rapides, non pas pour faire pareil avec moins de monde, mais pour essayer de faire différemment et donc d'avoir besoin de moins de monde, notamment dans les procédures de facturation. 100% sécu, alors ça veut dire 100% sécu alors? Ça peut vouloir dire 100% sécu, ça peut en tout cas vouloir dire 100% simplification des relations entre les payeurs et l'hôpital. On a là un nœud dans le système qui est particulièrement complexe et à mon avis également d'ailleurs pour les payeurs, c'est-à-dire pour l'assurance maladie et pour la sécurité sociale. Et on a beaucoup de monde qui fait très bien son travail, mais pour des procédures qui probablement pourraient être considérablement allégées, simplifiées et utiliser moins de... Mais François Crémieux,
Au niveau du management, quand même, est-ce qu'il n'y a pas une souffrance des soignants par manque de management, par manque d'organisation? Est-ce que les services, là, le retour des services, le retour d'un chef de service, est-ce que ça va vraiment arranger les choses? Moi, je pense qu'il y a une souffrance des soignants et des différents acteurs du monde de l'hôpital, mais pas toujours pour les raisons qu'on évoque. Je ne crois pas que la question soit une question de principe sur la répartition du pouvoir entre les uns et les autres. Le problème que j'ai également essayé d'exprimer récemment, c'est la question de quelles sont nos marges de manœuvre aux uns et aux autres. Et finalement, on a tous l'impression de vivre dans un système dans lequel tout est en permanence décidé ailleurs. On ne sait pas très bien où, on ne sait pas si c'est le système. Les uns pensent que c'est décidé en haut, les autres pensent que c'est en bas que tout se fait. Et donc, on a un système dans lequel plus personne n'a l'impression qu'il ou elle ou l'équipe est maître de son destin. Et ça, je pense que c'est absolument délétère. Et donc, mon objectif, en tout cas du côté de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, c'est de faire en sorte que n'importe quel médecin responsable d'unité, n'importe quel cadre de soins retrouve des marges de manœuvre. Et aussi, on fait le lien avec la crise. La différence majeure, elle est là. Pendant la crise, nous avions les marges de manœuvre pour aller jusqu'à l'impossible. Dès la crise terminée, on a tendance, administrative y compris, à ramener tout le monde dans des contraintes qui font que plus personne n'a l'impression de pouvoir faire quoi que ce soit. Étienne Mainviel, alors ce voyage au cœur de l'hôpital que vous avez fait, en quelques mots, comment arriver à ce que propose François Crémieux? Moi, je pense qu'il faut distinguer les problèmes de gouvernance et les problèmes de management. Puis il faut comprendre ce qu'on met derrière le mot management. Je pense qu'il est très incompris dans le secteur de la santé. Je suis assez d'accord sur les problèmes de gouvernance avec François Crémieux. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas un débat contre les directeurs d'hôpitaux, pour les médecins. Enfin, l'idée de l'entreprise libérée avec les médecins qui reprennent le pouvoir, ça fait des années qu'on sait que ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait des formes de binômes. En plus, s'il n'y avait pas de directeur d'hôpitaux, qu'est-ce qu'on ferait? C'est-à-dire que ça serait les soignants qui feraient le travail des directeurs d'hôpitaux. C'est complètement aberrant. Donc ça, moi je pense que les problèmes de gouvernance, c'est un faux débat. Il faut sans doute essayer de voir la professionnalisation des directeurs d'hôpitaux, mais la génération actuelle a beaucoup œuvré sur les dernières années et a plutôt montré des résultats positifs. Non, moi je crois qu'il faut comprendre ce qu'est le management. C'est-à-dire que le management à l'hôpital, il est à deux niveaux pour moi. Il y a un management de terrain qui n'est pas du tout compris, c'est-à-dire dans les équipes de soins, les questions de coopération, de travail d'équipe, la reconnaissance du travail. Je vous rappelle, il y a des études qui montrent quand même 25% du temps quotidien d'un médecin est consacré à la récupération de dysfonctionnements. C'est-à-dire qu'un quart de son travail quotidien, c'est de rattraper des défauts d'organisation. Donc là, il y a un vrai problème. Et puis le deuxième sujet sur le management, c'est les hiérarchies. Je pense qu'il y a une vision des hiérarchies hospitalière et même au-delà d'ailleurs avec elle, on est obligé avec le système du parcours qui est une coordination horizontale d'affaisser ces hiérarchies. C'est-à-dire qu'on ne peut plus raisonner des hiérarchies verticales. Chaque échelon inférieur demande à participer à la décision avec l'échelon supérieur. C'est vrai du management de proximité avec la direction des hôpitaux, d'un hôpital, mais c'est vrai de la direction d'un hôpital avec l'ARS par exemple. Et on pourrait continuer l'ARS avec l'administration centrale. Étienne Mainviel, ça c'est le diagnostic. Comment on fait pour sortir? C'est quoi vos préconisations? Parce que le diagnostic, on le connaît, mais comment on fait? Puis après, Philippe Juvin nous dira ce qu'il en pense. Moi, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est d'abord comprendre ce qu'on évoque derrière le mot management, qui est un mot qui n'a pas très bonne presse à l'hôpital historiquement. Hein. On l'a plutôt associé à rentabilité d'entreprise, à T2A, contrôle des coûts, alors que c'est pas là qu'est le sujet. C'est un management et d'organisation qui est en jeu. Donc ça, c'est le premier point, c'est de comprendre quelle est la cible. Après, sur les réponses, c'est une colonne vertébrale à créer, c'est-à-dire que c'est à la fois de la formation, d'abord, au management. Moi, je suis médecin, j'ai jamais eu une heure de formation au management. J'ai été bombardé dans des équipes de 15 personnes. Donc, parler de travail d'équipe, ça dépend des caractéristiques individuelles. Même chose pour les cadres de santé, les infirmières. Quelque part, une sensibilité aussi des directeurs d'hôpitaux à ces questions de management de terrain et de hiérarchie. Donc, formation, recrutement aussi, hein, à tous les niveaux. Il y a un cliché qu'on évoque encore, c'est-à-dire que la désignation d'un chef de service ou d'un chef de département se fait plus sur les titres et travaux que de recherche que sur ses qualités managériales. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des dégâts dans certaines équipes, quelle que soit la qualité de chercheur du responsable du département. D'accord. Le recrutement. Je voudrais juste terminer sur un point. Oui, après Philippe Juvin, alors oui. L'enjeu est fort quand même en termes économiques et de qualité. Je voudrais juste rappeler ces deux chiffres.
En termes de qualité, quand même, 70% actuellement des événements indésirables graves ont des causes organisationnelles. C'est-à-dire que c'est vraiment à ce sujet, dans ce sujet, à ce niveau-là d'organisation, que se situe aussi l'amélioration de la qualité. Et en termes de gaspillage, pour terminer, vous savez qu'il y a eu pas mal de rapports, l'OCDE, etc. Mais si on est raisonnable, on peut gagner 5 à 10% des dépenses de santé, ce qui est quand même une marge de manœuvre énorme dans le contexte actuel. Donc, c'est vraiment pour moi un sujet qui me paraît fondamental dans le contexte actuel. Philippe Juvin. Premièrement, donc, il y a un envahissement des normes. Deuxièmement, il y a une hyper-administration. Mais il y a le rapport de l'adresse en 2016 qui dit très clairement, quand vous comparez les hôpitaux publics, on est à un ratio hors interne de personnel médical de 1 pour un personnel administratif, tout compris, le personnel d'administration comme les assistantes sociales, etc. Alors que dans les cliniques à but lucratif, qui ne sont pas les mêmes patients, j'en conviens, qui n'ont pas les mêmes patients, j'en conviens, le ratio est de 1 pour 3. Donc il y a quand même probablement une marge d'amélioration. C'est quoi les pistes? Première piste, il faut donner de l'autonomie aux agents. Je pense que la conséquence de cela, c'est qu'on a peut-être une réflexion à avoir sur la taille des hôpitaux. Plus c'est gros, moins les gens ont l'impression de participer à une aventure commune, parce qu'ils n'ont pas cette vision. L'autonomie donnée aux agents. Deuxièmement, il faut utiliser les compétences là où elles sont. Or, comme vous le dites, Étienne le disait très bien, un médecin s'est formé par le pays pour faire de la médecine et pas pour remplir des imprimés, des certificats. Donc, utilisons les compétences là où elles sont optimales. Troisièmement, la question des ressources humaines et de la gestion des ressources humaines à l'hôpital me paraît être un élément absolument fondamental pour caricaturer. Mais je pense que je caricature pas trop. Il n'y a pas de service de ressources humaines dans les hôpitaux. Il y a des services du personnel qui gèrent la paye, la formation, mais il n'y a pas de ressources humaines. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur la ressource humaine, sur la valorisation de celle-ci. Et quand je le dis des hôpitaux publics, je le dis aussi d'autres administrations. Moi, je suis maire de ma commune et c'est souvent ce que je dis de ma propre administration. Je ne gère pas, malheureusement, les RH, malheureusement, je gère des carrières, des statuts. C'est tout à fait différent, donc on ne prend pas suffisamment soin des gens. Et quatrième point, le sous-investissement en informatique, c'est absolument frappant. En moyenne, les hôpitaux français, c'est 1,8% de leur budget sur l'informatique. À la Mayo Clinique, ils sont à 9%. Donc, on voit bien qu'à travers tous ces 4 points, l'autonomie, l'informatique, utiliser les compétences là où elles sont et prendre soin des gens à travers des ressources humaines un peu modernes, je pense qu'on améliorerait le système. Alors, les choses ne sont pas faciles, mais je crois que ce sont 4 pistes. Merci. Je poursuis peut-être en demandant à François Crémieux de répondre à ces questions qui nous sont lancées par les 2 autres intervenants. Notamment, je voulais avoir votre analyse sur cette notion que les parcours de soins qui sont mis en place ou que l'on tente de mettre en place affaibliront peut-être les hiérarchies. Je trouve que c'est une idée assez originale. Est-ce que vous avez ce sentiment? Deuxièmement, sur la question des nominations et sur l'absence, effectivement, de vraie gestion des ressources humaines à l'hôpital. On voulait vous entendre sur ces 3 points également. Pour terminer sur le troisième point sur lequel je suis le plus d'accord, on a effectivement un vrai enjeu de mieux organiser cette fonction, et je suis assez d'accord avec la manière de le présenter de Philippe Juvin sur est-ce qu'on fait effectivement des bureaux du personnel ou de la gestion et de l'organisation des ressources humaines, et y compris dans l'articulation avec la formation initiale, la formation continue, la formation tout au long de la vie, l'organisation avec les équipes, le travailler ensemble. Je pense qu'on a énormément à s'améliorer. Et je pense qu'on a d'autant plus à le faire, et ça fait lien avec la question d'autonomie, qu'on est quand même un peu dans un paradoxe. On a d'une part cette volonté et probablement cette nécessité d'avoir des hiérarchies les plus aplaties possibles, avec un maximum, je reprends le terme de tout à l'heure, mais de marge de manœuvre donnée aux uns et aux autres. Tout ça n'est pas complètement intuitif avec l'essence même du soin et avec l'essence même de l'organisation médicale au sein d'un service des urgences, par exemple. Et on a un enjeu qui n'est pas simplement de dire il faudrait que le système soit plus horizontal et que les gens aient plus de marge de manœuvre. Il y a aussi à réfléchir au cœur du soin, sur comment est-ce qu'on garantit toujours la qualité, la sécurité du soin, etc., tout en permettant à chacun au sein de l'équipe ou à chacune des équipes de gagner en autonomie. Et c'est particulièrement compliqué dans des hôpitaux
qu'ils soient gros ou petits, mais notamment quand ils sont gros, parce qu'il y a tellement d'interdépendance à la fois entre les services des uns et des autres, entre la biologie, l'imagerie et un service d'urgence. Vous pouvez donner toute l'autonomie que vous voulez à l'un des trois. Si les deux autres ne s'articulent pas avec le troisième, ça ne fonctionne pas. Et donc, je trouve que sur cette question-là, il y a probablement à la fois à en prendre conscience et les deux propos d'Étienne Mainviel et de Philippe Juvin nous y amènent, mais il y a également à réfléchir vraiment en profondeur sur ce que cela veut dire de changement de nos pratiques assez fondamentales. Et mon dernier point, et je le dis à la fois de la PHP où j'étais et de la PHM où je viens d'arriver, c'est qu'on est face à une contradiction un peu sociétale. Les jeunes aspirent, je le caricature un peu, mais à rejoindre plutôt des petites structures, des start-up, des endroits à la fois très bienveillants, de proximité, etc. L'assistance publique des hôpitaux de Marseille, c'est entre 15 et 18 000 professionnels. C'est une grande structure. On n'est pas dans une start-up et on ne le sera jamais. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à voir comment est-ce que, malgré la grandeur, la taille de nos structures, on réussit à donner au sein de ces grandes structures l'autonomie à laquelle aspirent les professionnels. Et ça, c'est un vrai défi. J'ai trouvé intéressante, François Crémieux, cette remarque que vous avez faite devant les sénateurs, où vous dites, en réalité, vous allez le repréciser, les problèmes que nous avons, c'est souvent avec, je ne sais pas si vous aviez des idées derrière la tête, je crois que oui, que souvent il y a un dysfonctionnement lié à quelques individualités et que le système a une très grande difficulté à régler un problème de dysfonctionnement. Alors, je pense que vous aviez une idée derrière la tête, évidemment, en particulier dans votre hôpital de Marseille, mais c'est vrai que aussi, on a dans les hôpitaux beaucoup de risques psychosociaux, il y a eu beaucoup d'accidents, il y a eu beaucoup de démissions brutales, il y a eu aussi des suicides, enfin, etc. Ce sont des sujets extrêmement lourds. Je voudrais vous écouter là-dessus. Alors, d'abord, je n'avais pas forcément une idée derrière la tête, mais j'en avais de nombreuses issues de mon expérience, y compris avant que je n'arrive à Marseille. Ça, c'était pour clarifier d'où pouvait venir l'inspiration. Et effectivement, je pense qu'on a un sujet, c'est que dès lors que l'on veut instaurer une plus grande qualité de vivre et de travailler ensemble au sein de nos hôpitaux, il faut que nous ayons une capacité, à la fois sur le plan strictement hospitalier et en lien avec nos partenaires universitaires, à traiter bien et à traiter vite les situations qui dysfonctionnent et parfois les personnes qui dysfonctionnent. Parce que sinon, ça a deux conséquences. La première, c'est que là où ça dysfonctionne, ça continue à dysfonctionner. Et la deuxième, c'est que ça crée trois conséquences. La deuxième, c'est que ça crée un sentiment d'impunité auprès d'un très grand nombre de personnes qui fonctionneraient de manière beaucoup plus normale s'ils étaient dans un système dans lequel ils savaient que lorsqu'on franchit la ligne rouge, il y a des cordes de rappel. Et la troisième remarque, c'est que ça fait fuir tous ceux qui supportent pas cette impunité, j'y mets des guillemets. Et donc, je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'on traite, et j'ai précisé, je le refais ici, que ça ne concerne qu'un nombre de cas extrêmement minoritaires, et ça peut concerner des directeurs comme des médecins pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté non plus. Mais la difficulté à ne pas savoir traiter ces quelques situations-là, je crois, a un effet délétère sur l'ensemble du système. Et donc, j'ai plaidé pour qu'on essaie de trouver la manière de résoudre ces situations compliquées. Mais juste sur ce point, comment le régler dans le cadre de la fonction publique hospitalière? D'une part, il y a des outils qui existent et que nous utilisons peu. Donc, c'est pas forcément d'inventer des choses, et je suis pas sûr qu'il y ait besoin de rajouter une norme de plus par rapport à l'inquiétude de Philippe Juvin. Dans bien des cas, nous avons des dispositifs qui nous permettent de traiter ces situations. Nous ne les mobilisons pas, et probablement que dans certains cas, il faut qu'on ajuste un peu les dispositifs existants. Mais je pense qu'il s'agit plus de courage managérial que d'outils qui nous manqueraient. D'accord. Alors, je vous propose, avant de passer la parole à Odile Peixoto et le sondage que vous verrez est très intéressant, de passer quelques minutes, parce que leur tour sur le financement. Alors, globalement, est-ce que vous considérez que les financements aujourd'hui, après le Ségur de la santé, les investissements, les financements sont suffisants, ou est-ce qu'ils sont bien distribués? Est-ce que la réforme de la T2A qui a été beaucoup décriée, c'est la bonne solution, ça va dans la bonne direction et au bon rythme? Est-ce que la pluriannualité de l'ONDAM, là aussi, on va dans le bon sens ou pas? En quelques mots, chacun un tour de table. Sur les financements, moi je dirais deux choses. Je pense que le financement du Ségur est important. Ce qui est inquiétant d'ailleurs, c'est que malgré le financement, et finalement le sujet de l'attractivité est resté en partie. Donc ça veut dire que ce n'est pas qu'une question de rémunération ou de volume d'emploi. Les postes existent quelque part. C'est simplement que les gens ne veulent plus venir. Donc il faut aller comprendre un petit peu les raisons là-dessus. Et c'est des questions de conditions de travail, de vie privée et vie professionnelle qui sont en jeu sur ces questions de travail. Il faut faire preuve de beaucoup d'imagination aussi et d'innovation dans les réponses. C'est-à-dire que
de ce point de vue-là, il y a certainement un nouveau champ d'innovation hospitalière à créer. La deuxième chose, c'est, je voudrais revenir sur les parcours et la mixité des paiements, parce qu'on parle beaucoup de la T2A. Moi, je crois beaucoup sur le fait que développer une mixité des paiements avec du paiement à la qualité, du paiement en parcours, le diagnostic est assez établi depuis des années et ça rejoint la question que vous posiez précédemment sur le rapport entre l'hôpital et le parcours, donc les autres éléments du parcours, le domicile du patient a commencé. On n'avance pas assez vite, c'est-à-dire que ça fait des années que le diagnostic est posé et on est toujours dans des phases expérimentales. Et moi, je plaiderais beaucoup pour qu'on développe en parcours. C'est le sens de l'histoire. Donc, ces 2 points pour résumer. D'un côté, l'investissement, il me semble important à l'heure actuelle, mais le sujet est peut-être plus là. Et deuxièmement, développer de nouvelles formes de paiement. Alors Philippe Juvin, on vous a perdu quelques secondes. Il y avait une question sur le financement. Est-ce qu'aujourd'hui le financement est suffisant et est-ce qu'il est bien organisé, bien géré? T2A, ONDAM, pluriannualité. En quelques mots, parce qu'il faut qu'on avance sur le sondage, et puis après François Crémieux. On vous écoute. Alors tout d'abord sur la T2A, moi je rappelle que la T2A, quand elle a été créée sous la droite, la gauche l'a beaucoup critiquée, la gauche a été au pouvoir, ne l'a maintenue, et puis après, quand En Marche est arrivé au pouvoir, ils l'ont critiquée, mais ils l'ont maintenue. La T2A, c'est un système qui est probablement le moins pire des systèmes. Il faut donc probablement garder la T2A parce que c'est logique de payer l'hôpital pour ce qu'il fait vraiment en termes médicaux et en corriger toutes les imperfections qui sont grandes, en particulier sous la rémunération des actes qui prennent du temps et des actes intellectuels. On sait très bien que la T2A est plutôt un bel outil pour les actes techniques, mais assez mauvais pour le reste. Et donc, la réflexion qu'on doit avoir, c'est pas la suppression de la T2A, ça veut rien dire. D'ailleurs, personne de sérieux ne le dit plus, mais l'adaptation aux actes intellectuels. Deuxième point, la pluriannualité, c'est une bonne chose, parce qu'il faut avoir une vision, et ça, plus long terme. Et cette remarque, elle est valable en fait pour tout le financement de l'action publique. C'est une folie de se dire que chaque année, on discute tout. Non, il faut avoir une vision long terme. Donc là, notre adversaire, c'est Bercy, hein, qui aime avoir ses comptes faits tous les ans. Et puis, je pense que tout est lié. La question de la bonne santé hospitalière est liée à la question de sa bonne gestion. Et la bonne gestion est liée à la question de l'autonomie, je me répète, donnée aux agents. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis maire depuis 20 ans. Et pourquoi ma ville est bien tenue, propre, sécurisée et avec un endettement qui a chuté, c'est parce qu'elle est de taille moyenne. Et donc, les élus qui en sont responsables, identifiés comme responsables, eh bien, ont une vision totale de la situation. Et c'est pour ça qu'on critique beaucoup Madame Hidalgo, la capitale est sale, etc. Mais tout simplement parce qu'Anne Hidalgo, elle ne peut pas avoir cette vision globale. Le truc est trop grand. Donc moi, je suis un partisan de la décentralisation en matière communale pour cette raison d'efficacité et de frugalité de l'action publique. Et pareil pour les hôpitaux. Je pense que nous avons des structures qui sont trop grandes et en donnant de l'autonomie aux gens, aux agents, on leur... D'accord. Alors, François Crémieux. Alors, oui, François Crémieux, effectivement, d'autant qu'il est à la tête d'un très grand hôpital. Et puis, sur les questions quand même de financement, lui à Marseille, mais également, on a vu le Premier ministre il y a 48 heures à Nantes, on voit quand même des investissements considérables qui sont faits par l'État, mais aussi d'ailleurs sans doute par les collectivités régionales, dans l'hôpital. Enfin, de ce point de vue-là, le quoi qu'il en coûte, ça fonctionne quand même, non, François Crémieux? Il y a des investissements importants et je crois effectivement qu'aujourd'hui, probablement tardivement, y compris à Marseille, mais c'est ainsi et donc maintenant on va regarder l'avenir, il y a eu un retard à l'investissement malgré les plans hôpital 2007 et suivants, en partie lié au fait qu'on est à la fin d'un cycle et le cycle qui a été, je crois de mémoire, le 3e ou le 4e grand plan d'après la guerre, qui a consisté à construire de très grands hôpitaux, dont l'hôpital Nord à Marseille, dont la Timone, dont l'hôpital de Caen et de nombreux autres. Ces bâtiments ont été créés et construits entre globalement 1965 et 1975. On est aujourd'hui entre 50 et une cinquantaine d'années après, et donc on a un parc hospitalier en France qui a été vieillissant
au cours de la décennie écoulée et qui est aujourd'hui encore en retard d'investissement. Donc là, c'est pas la seule raison, mais on a un effet de cycle long terme. Ma deuxième remarque, pour vous parler un peu de mon quotidien à la PHM sur ces questions de financement, c'est pas tellement la T2A et le bon ou le mauvais financement de l'hôpital public, c'est le fait que dans un système que nous avons voulu être un système dans lequel il y a un secteur public, il y a un secteur privé, le secteur privé a lui-même un secteur privé à but lucratif, un secteur privé associatif à but non lucratif, tout ça nécessite une régulation quasiment au jour le jour si on ne veut pas que le manque de régulation ne vienne créer des effets d'aubaine pour les uns et pour les autres. Et aujourd'hui, notamment sur la question du choix des médecins de rester ou de partir dans telle structure ou dans telle autre, c'est souvent parce que les professionnels, de manière rationnelle, vont s'installer ou au contraire restent à l'hôpital pour des raisons qui sont parfois liées à des déficits de régulation à un moment donné sur une discipline. Je vous prends un exemple, je vais en citer plusieurs pour n'en citer aucune, mais je crois qu'aujourd'hui, les écarts de rémunération entre le public et le privé pour les radiologues est juste pas raisonnable. Il n'est pas raisonnable qu'un radiologue qui travaille avec Philippe Juvin à HEGP, qui va prendre des gardes, faire de la permanence des soins et assumer des week-ends, ait un tel écart de rémunération avec un radiologue qui aura moins de contraintes, qui travaillera dans le secteur privé. Des exemples comme ça, et pardon pour les radiologues, il y en a d'autres. Ça veut juste dire qu'il faut que l'État, les ARS, l'assurance maladie fassent un travail précis et un travail presque au jour le jour pour faire en sorte que ces écarts ne perdurent pas et qu'ils soient régulés. Sinon, on ne doit pas s'étonner que certains décident d'aller travailler à des endroits où ils sont à la fois mieux rémunérés avec des moindres contraintes. Mais François Crémieux, c'est un vrai sujet, on pourrait parler même de l'intérim. Le diagnostic est là, mais comment l'ARS peut réguler cette concurrence entre le privé et le public et cette non-collaboration? C'est quoi les pistes de solutions? L'ARS a quelques outils, mais pour ce qui est de l'exemple que je viens de vous donner, je pense que ça se traite plutôt au niveau national, dans les relations bilatérales qu'a d'une part le ministère de la Santé avec le financement des hôpitaux et d'autre part l'assurance maladie avec le financement du secteur libéral. Je crois que là aussi, je ne sais pas si c'est un consensus, mais en tout cas, ça fait longtemps que de nombreux experts expliquent qu'il va falloir qu'on arrête d'avoir ces deux, à la fois des chaînes de financement qui sont parallèles et qui font que parfois des effets d'aubaine perdure trop longtemps dans un des deux secteurs et crée des hiatus majeurs. Oui, c'est ce qu'on appelle, peut-être ça, il faut écouter nos deux autres invités, c'est peut-être les excès de la concurrence. Étienne Mainviel et Philippe Juvin, excès de la concurrence? Oui, alors il y a des effets d'aubaine, mais il faut mettre dans l'équation aussi le fait que l'hôpital public est quand même, dans le Ségur, a été largement plus soutenu que le secteur privé. Donc c'est assez complexe en fait. Moi je pense que le système il est pas si mal avec l'association publique-privée. Par contre c'est un vrai sujet, et la crise l'a montré, de coopération publique-privée qu'il faut renforcer. Et de ce point de vue-là, les ARS ont une responsabilité très importante. C'est-à-dire qu'il y a eu des situations où il ne faut pas que les deux secteurs jouent en solo. Voilà. Étienne, mais Philippe Juvin, justement, vous qui êtes un homme aussi politique, vous êtes face à des... On voit bien la difficulté de régulation, c'était souligné, entre le privé et le public dans les établissements hospitaliers. Comment éviter concrètement qu'il n'y ait pas une concurrence effrénée, qui existe encore actuellement, ne serait-ce que sur les rémunérations des soignants et des médecins, mais qu'il y ait une complémentarité. On voit bien que les ARS n'y arrivent pas. D'un côté, il y a l'État, de l'autre côté, l'assurance maladie. On ne voit pas bien la solution. En deux mots, parce qu'il faut qu'on avance et qu'on passe à la parole à Odile Peixoto. En deux mots, je pense qu'un des points de solution, c'est la liberté que vous devez donner aux praticiens. Je vous donne un exemple. Pourquoi les gens viennent travailler à l'hôpital public alors qu'ils sont moins bien payés parfois? C'est parce qu'ils y trouvent un sens, une motivation, etc., etc. Et donc, moi, je suis frappé de voir qu'on a une grande difficulté comme chef de service à embaucher des médecins en leur permettant d'avoir, à temps partiel, en leur permettant d'avoir une activité à côté. Je pense que désormais, et il faut que... Moi, je rêve dans mon service d'avoir des médecins qui seraient des médecins qui viendraient à 20-30%, avec un noyau dur de plein temps, avoir des médecins qui ont une activité hospitalière chez moi à 20-30% de leur temps, le reste, eh bien, ils iraient éventuellement sur des postes plus lucratifs. Et là, vous auriez une autre activité. Vous savez, quand vous avez des praticiens hospitaliers contractuels aujourd'hui, vous ne pouvez pas leur faire des contrats s'ils sont à moins de 40% de leur temps. Vous remettez en cause totalement la loi... Attendez, vous remettez totalement la loi Debré. Non mais attendez, monsieur, la loi Debré, c'est une loi, donc c'est une fabrication humaine, elle a un âge, et moi je vous dis que la société a évolué. Aujourd'hui, je n'ai plus de candidats
pour être PH plein temps à l'hôpital. Il faut bien comprendre cela. Donc comment on s'en sort? Eh bien, on s'en sort en disant, au fond, je préfère avoir des gens à temps partiel et qui ont une activité à côté, mais ils vont rendre un service à l'hôpital public. Donc je suis très favorable à ça. Et je le dis d'autant plus facilement que je suis PH, je suis PUPH, j'ai aucune activité privée. Vous voyez, il faut sortir de l'idéologie dans cette affaire. D'accord. Eh ben, il y a un début de commencement, comme vous le disiez. Donc, on va écouter Odile Peixoto, donc directrice santé de BVA, sur les Français et l'hôpital. Bonjour à tous, bienvenue pour les premiers résultats de nos contrepoints 2022. C'est la première enquête de l'année. Nous allons démarrer par l'indicateur historique, comment la perception des Français sur la politique du gouvernement, est-ce que ça va dans le bon sens en matière de santé? Toute la crise sanitaire, on a eu des pourcentages plutôt à la hausse pour atteindre d'ailleurs un pourcentage très très élevé, le plus élevé depuis qu'on suit l'indicateur à 52% en juin et en septembre 2021. Mais là, on est retombé au pourcentage le plus bas, à 30%. Sans doute une lassitude de tout ce qui se passe aujourd'hui sur le plan sanitaire. On a essayé de chercher un petit peu pourquoi en demandant les préoccupations. On rentre dans une année électorale, donc quelles sont les préoccupations des Français? On a le pouvoir d'achat, les salaires et l'inflation qui sont une préoccupation majeure, 49% des Français. Et derrière la santé seulement avec 30%, ensuite l'environnement avec 23%, puis la sécurité, puis l'éducation, l'immigration, l'emploi, etc. Donc on a quand même une santé qui n'est plus la préoccupation centrale de nos concitoyens, avec d'autres sujets plus liés à leur pouvoir d'achat qui prennent le dessus. Le système de santé est quand même perçu comme en grande difficulté. On a 87% des Français qui disent que la crise sanitaire révèle des carences de notre système de santé qui se sont progressivement accumulées. Et il y a même 47% des Français qui sont tout à fait d'accord avec cet item-là. Donc, on a quand même le sentiment d'un système fragilisé, certes, qui dispose d'atouts, notamment les atouts numériques. Dans le même temps, 81% des Français disent les outils numériques sont des atouts efficaces pour notre système de santé. Et puis 80% aussi qui s'accordent à dire quand même que les cas de Covid hospitalisés sont très bien soignés dans les établissements. On a quand même, alors cette situation de perception, elle vient aussi dans leur quotidien. On a beaucoup de difficultés, des difficultés accrues par les Français à prendre des rendez-vous médicaux, tout simplement, un indicateur tout simple. Alors, l'enquête détaille un certain nombre de professionnels de santé, mais c'est finalement avec le médecin spécialiste qui a les plus grandes difficultés. 52% des Français ont des difficultés à avoir un rendez-vous avec un spécialiste. C'était 41% en février de l'année dernière. Donc, on a plutôt une aggravation. Le médecin généraliste, 37% des difficultés versus 21% l'année dernière. Donc, des difficultés, et ces difficultés sont particulièrement accrues, les chiffres sont beaucoup plus forts pour les catégories sociales les moins favorisées. Pour ceux qui ont un parcours un peu compliqué, il y a 60% des Français qui nous disent « Moi, j'ai eu un problème de santé, une maladie qui a nécessité d'avoir recours à plusieurs professionnels de santé ». C'était 55% l'année dernière, 60% cette année. Eh bien, pour ces 60%, cette organisation du parcours de soins a été facile pour 60% d'entre eux et difficile donc pour 37%. Alors, 63%, c'est pas mal, mais c'était 73% l'année dernière. Donc, vous voyez, le pourcentage de Français qui trouvent que c'est difficile d'organiser leur parcours de soins a augmenté de 10 points. On est passé de 27% à 37%, ce qui ne va pas dans le bon sens. Et pour terminer, on leur proposait plusieurs solutions possibles pour améliorer la situation des établissements de santé. Alors, il y avait des solutions techniques, mais le cri du cœur, vraiment, c'est plus de soignants à l'hôpital, plus de personnel soignant et plus de qualité de vie au travail. On a 75% des Français qui souhaitent
vraiment plus de personnel soignant. Deuxième poste, c'est 37% plus de qualité au travail, les équipements n'arrivant qu'en troisième place avec 24%. Donc, il faut effectivement, selon nos concitoyens, redonner plus d'humains, plus de personnel et plus de qualité au travail à l'hôpital. Voilà, je vous remercie. Voilà, on reprend. J'espère que vous avez bien écouté. Alors, très rapidement, un tour de table sur vos réactions. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses quand même qui sont plus importantes, peut-être dans les relations patients-soignants. Et puis après, on passera la parole à Renaud Degas pour les questions qui ont été mises sur Twitter. Alors, on va commencer, on va changer. Étienne Mainvielle, réaction en 2 mots sur ce sondage. D'abord, moi je pense que le système de santé dans le sondage qui est intéressant reste un sujet de présidentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas aborder un sujet où il y a une inquiétude aussi importante de la part des concitoyens, me semble-t-il. Donc ça, c'est pour souligner qu'on débat à chaque fois dans les présidentielles de l'importance relative des thèmes santé. Je crois que le thème de ce matin est un thème important pour les concitoyens. C'est ce que montre en tout cas le sondage. Après, il y a un point que je voudrais souligner quand même, c'est que ça révèle quelque chose d'assez connu, c'est que en situation de crise, les plus vulnérables sont toujours les plus touchés. Et on voit bien qu'il y a quand même un point de vigilance sur les inégalités, notamment avec le contexte de crise dans lequel on est. Je crois qu'il y a un passage du sondage sur notamment les ouvriers qui est assez alarmant. Il faut quand même le système, je dis quand même parce que le système de santé français est un système très protecteur, mais il faut qu'on conserve cette vigilance sur les inégalités. Après, le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est quand même les problèmes d'organisation, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on a discuté précédemment, c'est-à-dire que ce soit les questions de prise de rendez-vous qui se détériorent, qui est une question d'organisation pratique, ou que ce soit les questions de parcours, on dit 37% des patients sont plutôt inquiets par rapport à leur parcours et ont vécu une mauvaise expérience, et ça s'aggrave. Ce sont des signaux qui montrent que cette question de coordination et d'organisation s'amplifie régulièrement. Et donc ça pose la question, je terminerai là-dessus brièvement pour laisser évidemment la parole à Philippe Juvin et François Crémieux, ça pose quand même la question de la coordination le long du parcours, dont on n'a peut-être pas parlé énormément jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la place de l'hôpital de demain. Moi j'insisterai sur le fait que le sens de l'histoire est quand même sur cette coordination horizontale, avec une certaine forme d'externalisation d'activité de l'hôpital. Il y a certainement à renforcer d'autres activités sur le plateau technique et sur quelque chose d'une spécialisation qui est déjà en marche. Et dernier point, il faut développer le numérique, c'est-à-dire que déjà dans d'autres pays, on voit bien que l'hôpital de demain, qui est déjà celui qui est présent dans certains cas, ce sont des plateaux techniques très sophistiqués avec des très grands data centers pour assurer du suivi. Et je crois que c'est aussi une notation sur les investissements qui se dessinent. François Crémieux, allez-y. Vous avez démontré que les hôpitaux n'investissent pas assez dans les systèmes d'information. Je pense que c'est assez démonstratif. Par rapport à l'intervention précédente, moi, la question des inégalités de santé est moi un sujet qui me navre. Je suis rentré dans le monde hospitalier à la fin des années 90. J'ai occupé mes premières fonctions à l'hôpital de Montfermeil, au cœur, enfin à côté de la cité des Bosquets. J'avais fait mon mémoire d'élève directeur sur ce sujet. Et depuis 25 ans, les choses se sont plutôt aggravées. On aurait pu imaginer que les choses s'améliorent, que progressivement les inégalités de santé se réduisent. Elles se sont aggravées et c'est à mon avis l'une des tares principales de notre système de santé que de n'avoir pas réussi à réduire ces inégalités de santé, alors même que l'état de santé moyen, sur toute une série d'indicateurs, s'est plutôt amélioré, mais l'écart à la moyenne s'est accru. J'arrive à Marseille, la fracture territoriale est celle que vous connaissez à Marseille, et donc la fracture sur les questions de santé est terrible. Et elle a été terrible tout au long du Covid, avec des quartiers nord et des quartiers sud qui étaient face à des inégalités de chance qui étaient absolument évidentes et désastreuses. L'un de mes plaidoyers actuels est de dire que pour essayer de réduire ces fractures à la fois territoriales et ces inégalités de santé, il y a un vrai enjeu de responsabilité. À qui incombe la responsabilité de promouvoir tel type d'action ou tel autre, de réduire telle surmortalité ou telle autre, de faire en sorte que face au cancer du sein, le dépistage soit équivalent dans les quartiers riches et dans les quartiers pauvres. Je crois qu'aujourd'hui, on a un enjeu de responsabilité. On peut discuter de savoir si la responsabilité sur tel sujet ou sur tel autre doit être plutôt celle de l'hôpital, de la CPTS, des médecins libéraux, etc.
Mais ce qu'il y a de certain, c'est que je crois maintenant il faut décider et affecter une responsabilité et ensuite l'évaluer et le cas échéant en tirer les conséquences quand elle n'est pas assumée, mais il faut répartir une responsabilité claire, notamment sur la question de la réduction des inégalités de santé, que ce ne soit plus la faute à personne, que les quartiers nord de Marseille soient en telle situation d'inégalité par rapport à d'autres quartiers. Renaud Degas, donc les questions Twitter. Oui, bonjour. Une question que je vais résumer parce qu'il y en a plusieurs dans ce sens-là. On voit que vous avez abordé les questions d'organisation, etc. Mais on voit qu'au fond, il y a des questions d'investissement, de moyens. Philippe Juvin, vous parliez du fait qu'il y a eu un retard qui simplement les derniers Ondam n'ont fait que rattraper un manque depuis des années. Donc on voit bien qu'il y a une question de moyens. Or aujourd'hui, notre pays a-t-il les moyens de mettre encore plus d'argent sur le système de santé ? Est-ce que, objectivement, sans faire de démagogie, on ne peut plus mettre plus ? Comment on fait par rapport au problème de ressources ? Parce qu'en plus, on est confronté à un problème économique. Donc, comment peut-on faire sans promettre plus de moyens alors qu'on sait qu'on ne peut pas vraiment en faire ? Alors, sur le sondage, peut-être 2 mots très rapidement, et puis sur la question de Renaud Degas sur les moyens nécessaires. Sur le sondage, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par les 2 autres intervenants. Les inégalités de santé, c'est un sujet majeur. Il n'y a pas un jour où quelqu'un ne me contacte pas en me disant comment je fais pour avoir accès à tel ou tel soin. Et on va fêter les 20 ans de la loi sur la démocratie sanitaire, et je ne suis pas certain que le patient soit toujours aussi au centre du système qu'il l'a été il y a 20 ans. Donc les choses se dégradent. Une des solutions, je crois que c'est aussi de redéfinir avec un choc de formation, il faut former plus de monde, la question des missions. La ville doit suivre les maladies chroniques et l'hôpital ne doit pas être le lieu du suivi des maladies chroniques. L'hôpital doit être le lieu du suivi des diagnostics compliqués et des complications aiguës des maladies chroniques. Et donc que chacun remplisse ses missions. Deuxième point sur les ressources, c'est une question extrêmement importante, vous avez raison. Je pense qu'il faut que nous passions dans un système où nous considérons que la santé n'est pas qu'une source de dépenses, mais une source de prospérité. Et je prends cet exemple allemand. Vous avez vu les 0,5% de PIB qui ont été générés par la découverte et le développement et la commercialisation du vaccin de Pfizer. Donc on voit bien que la santé, si elle est prise dans son ensemble, peut être source de prospérité pour un pays. Enfin, je l'ai dit au début de cette intervention, il n'y a pas de pays prospère sans santé. Donc ça fait partie de ce type d'investissement. Alors Philippe Juvin, vous avez vu le Haut Conseil du financement de la protection sociale, Dominique Libaud, a dit qu'il fallait certes travailler vers le retour de l'équilibre de l'assurance maladie, mais qu'il fallait dégager de nouvelles recettes, c'est très clair, et en particulier de prendre une partie de l'argent de la CADES, la caisse du remboursement de la dette sociale, qui permet d'avoir 17 milliards chaque année, d'en prendre à peu près la moitié à peu près. Est-ce que vous êtes d'accord tous, très rapidement oui, non, puis après on conclura, sur cette recette en plus, sur cette nécessité de recette en plus globalement sur le système de soins? Alors, François Crémieux. Moi, je trouve que la question, c'est vraiment des recettes en plus ou des dépenses en plus pour faire quoi? L'un des enseignements de cette crise est aussi le fait que notre médecine de prévention, la médecine scolaire, la santé universitaire, la santé au travail, on a des pans entiers qui nécessitent des pans entiers de notre secteur de santé, qui nécessitent des investissements complémentaires à la fois en formation, parfois en salaire, parfois en nombre de personnes, et qui effectivement vont être rentabilisés, je ne sais pas si le mot est acceptable ou pas, par le fait qu'on aura une population des concitoyens qui, étant en meilleure santé, d'une part, engendreront moins de dépenses, notamment dans le secteur, par exemple, de la santé mentale, s'ils sont bien pris en charge et plus en amont. Et je pense effectivement que ce soit sur ce segment-là, ou pour reprendre l'exemple de Philippe Juvin, dans le champ de la recherche et de l'innovation, il y a des pans entiers dans lesquels, si nous investissions, notre pays s'y retrouverait. Alors, Étienne Maviel, en 2 mots. Moi, si vous voulez, je trouve que l'investissement, il est là quand même sur les dernières années. Donc, dire qu'il y a un problème d'investissement et dire qu'il faut encore investir, ça me paraît assez délirant par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années, le Ségur de la santé. Le secteur de la santé est quand même, depuis les années 80, grassement soutenu par l'État par rapport à d'autres secteurs. Le problème pour moi, il est la répartition de cette dépense entre hôpital et ville. Je vous rappelle quand même que
la France se caractérise par rapport aux autres pays européens et l'OCDE par une dépense de la part hospitalière qui est beaucoup plus élevée que la moyenne des autres pays, de l'ordre de 50%, alors que c'est 30% en moyenne. Donc il y a une question de répartition. Et quant aux recettes, moi je reste persuadé que c'est pas dans des questions d'effectifs, de moyens, il y a une dette après qui va se poser dans le futur. C'est une question de production et de l'outil de production du système de santé qui est en cause. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher tous ces gaspillages du quotidien qui représentent quand même une somme folle à l'heure actuelle dans le système. D'accord. Philippe Juvin, et puis après on va conclure. Philippe Juvin. Nous mettons beaucoup d'argent dans le système de santé, c'est indéniable, mais nous n'en avons pas pour notre argent. L'argent ne va pas suffisamment en soins et il y a un problème d'efficience, d'efficacité de la dépense publique. Donc je pense que nous manquons en réalité de moyens dans le soin, ça, indéniablement. Enfin, visiter les hôpitaux de France et les petits, vous allez voir, la paupérisation est extrême. Deuxièmement, évidemment, il faut optimiser les parcours et là on aura du gain de productivité et des économies au bénéfice des patients. Et puis, tant que nous n'aurons pas une vision de la santé qui sort de première partie la médecine de ville, deuxième partie l'hôpital, troisièmement le médico-social, on ne s'en sortira pas. C'est pour ça que moi, je promeus l'idée dans le débat politique aujourd'hui, et je pense que Valérie Pécresse est la seule candidate aujourd'hui à le faire, peut-être avec les candidats écologistes, d'une santé globale. C'est-à-dire que la santé, c'est l'hôpital, c'est la ville, c'est aussi l'air que je respire, la prévention au travail, la santé animale, l'alimentation que je mange, et la recherche. Si je ne prends pas tout ça en compte, eh bien, je ne fais pas de bonne santé. Et donc, je dépense beaucoup d'argent de manière non efficace. Nous voulons promouvoir la santé globale. Oui. Peut-être là où intervient le débat du pilotage, et notamment peut-être plus proche de la réalité du terrain, avec notamment la place des régions versus État. Est-ce que c'est à ce sujet-là que l'on peut peut-être reparler quand même d'un... Très rapidement, vous avez compris que moi je suis un grand décentralisateur, je ne suis pas un jacobin. Je crois que toutes les décisions ne doivent pas être prises à Paris, donc je suis pour une décentralisation, comme Valérie Pécresse, une partie importante de la santé aux régions. Nous croyons cela. Mais la question de l'approche d'une santé globale, qui aille de la recherche à la prévention, aux soins, à la lutte contre les inégalités et contre la pollution, c'est un point fondamental. Sinon, on ne fera pas de bonne santé. Merci messieurs, on va conclure. Je vais vous poser, pour conclure, on va vous redonner une dernière fois la parole. On aurait aimé parler de GHT, d'hôpitaux de proximité, de relations soignants-patients, on a un petit peu parlé, de plus de l'environnement de l'hôpital. Mais finalement, la question qui se pose, c'est comment réformer l'hôpital avec les mêmes personnes, les mêmes organisations qui nous ont conduit à cette situation. Est-ce qu'il ne faut pas un peu rénover un peu les cases, je ne sais pas où, mais est-ce que vous pensez que c'est possible avec la même organisation et puis, donc une conclusion, chacun un petit tour de table. Allez-y, puis je vous dirai 2 mots encore sur la prochaine émission. Est-ce qu'on peut faire mieux avec les mêmes? François Crémieux. Enfin, d'abord, oui, pardon d'optimisme, mais là, pour le coup, je pense qu'on peut faire mieux avec les mêmes. Je dis pas qu'il faille pas aussi en amener d'autres et notamment diversifier les équipes, etc., si c'est ça que vous aviez en tête. Donc, je pense pas que la question soit la résistance au changement des individus, et y compris des responsables du monde hospitalier. La question, c'est la résistance au changement de nos organisations au sens large du terme, l'université pour les uns, le CHU, l'hôpital, les ARS, etc. Donc, je pense qu'on a un vrai enjeu de mettre, et là, on a un responsable politique autour de la table, d'autres le feraient également, mais je pense qu'on a besoin d'une orientation politique très forte qui nous dise ce vers quoi nos responsables politiques, et notamment ceux qui sont élus et en responsabilité, veulent amener le système de santé, parce que l'un des enjeux qu'on a autour de la mobilisation, c'est peut-être cette question de quel sens est-ce qu'on donne à l'ensemble de notre système de santé, quels sont ses objectifs. Et le Covid a eu à la fois la grande qualité, mais dans un monde finalement assez simple, de nous rappeler à tous quel était notre unique objectif au cours des 2 dernières années. Et d'ailleurs, peut-être, Philippe Juvin l'a dit très rapidement, a-t-on eu tendance à trop considérer que l'objectif était unique et à passer de côté l'ensemble du reste. Mais au moins, depuis 2 ans, on savait pourquoi on se levait le matin, on savait pourquoi on devait se battre et on savait pourquoi on devait faire bouger le système.
Je pense que cette question du sens que nous donnons à l'action collective dans le champ de la santé est un sujet majeur. Peut-être par exemple que la question de la réduction des inégalités de santé ferait sens et permettrait à l'ensemble des acteurs, assurance maladie, État, hôpitaux, libéraux, médecine de ville, secteur médico-social, etc., de se dire, quelle que soit la manière d'y arriver, on a un objectif partagé qui est faire en sorte que les plus pauvres et les moins bien soignés ou ceux dont la santé est la plus précaire soient demain mieux pris en charge. Philippe Juvin. D'abord, j'espère qu'on peut faire mieux avec les mêmes, parce qu'ils sont là, mais à condition de leur faire confiance. Moi, je crois que le vrai sujet, c'est faites confiance aux acteurs. Faites cesser la tyrannie des petits chefs, des sous-chefs, des ordres, des contre-ordres. Lâchez la bride aux individus, comme nous l'avons vu pendant la crise, et ça marche. Vous savez, Raymond Aron, moi je suis un grand aronien, disait la liberté, lui c'était la liberté, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire confiance, faire confiance dans la capacité des individus à exprimer leur potentialité. Moi, je crois beaucoup à ça, et c'est un moteur formidable pour les organisations quand on fait confiance aux individus. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Le prochain débat, c'est en février. Je pense que sur l'hôpital, on a une vision peut-être plus claire, en tout cas plus optimiste, ce qui est une bonne chose. Le prochain débat, 8 février. Alors, ça ne sera pas l'hôpital, ça sera la médecine de ville. La médecine de ville a-t-elle un avenir, tout simplement, avec Stéphanie Rist, députée qui est auteure d'une loi, la loi Rist. Député La République En Marche, Jean-Paul Ortiz, le patron président de la CSMF, et puis Dominique Polton, que tout le monde connaît, qui est une grande experte de tout ce système de santé. Merci beaucoup à vous. Merci à nos partenaires, BVA, Groupe Pasteur Mutualité, Medtronic et Point Vision. Merci aux équipes, Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel Tay. La veille des acteurs de la santé sur le site duquel se trouve le sondage BVA, LDC. Merci à Ortus, merci Pascal, merci Renaud. Et donc, rendez-vous. Merci messieurs. Merci à tous et à toutes. Et bonne année.